Si l'Iran n'accepte pas un accord nucléaire, je cite, « S'il ne conclut pas d'accord, il y aura des bombardements. » Et ce seront des bombardements comme ils n'en ont jamais vu auparavant. De grandes choses se passent en Iran et l'ayatollah panique. Vous voyez, les États-Unis et l'Iran négocient un accord nucléaire depuis quelques semaines et il semble que les discussions ne se passent pas très bien. Parce que voici ce que les États-Unis ont annoncé ce matin même. L'ambassade des États-Unis en Irak se prépare à un départ ordonné en raison de risques de sécurité accrus dans la région, ont déclaré des responsables. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Hegseth, a autorisé le départ volontaire des familles de militaires depuis plusieurs sites à travers le Moyen-Orient. Cet ordre concerne les bases à Bahreïn, au Koweït, en Irak et bien sûr au Qatar. Dès que ces annonces ont été faites, tout le monde a rapidement supposé que quelqu'un prévoyait une frappe contre l'Iran. Cela pourrait être les États-Unis, Israël ou les deux. Vous voyez, la dernière fois que le président Trump a éliminé le commandant iranien Qassim Soleimani, l'Iran a riposté en ciblant des bases américaines au Moyen-Orient, à savoir la base du Qatar et la base irakienne. Aucun soldat américain n'a été tué lors de cette attaque, mais plus de 100 soldats américains ont ensuite été diagnostiqués avec des lésions cérébrales traumatiques. Donc, les gens supposaient que si nous devions mener une frappe importante contre l'Iran, qu'elle soit réussie ou non, l'Iran riposterait probablement en ciblant les bases américaines au Moyen-Orient. Ce n'est pas une mauvaise supposition, surtout vu les propos du président Trump sur l'Iran hier. Voici cet extrait. Pensez-vous que vous allez pouvoir empêcher l'Iran d'enrichir son... Je ne sais pas, je le pensais. Et je suis de moins en moins confiant à ce sujet. Il semble retarder les choses et je trouve cela dommage. Mais je suis moins confiant maintenant que je ne l'étais il y a quelques mois. Il leur est arrivé quelque chose, mais je suis bien moins confiant qu'un accord soit conclu. J'aurais cru qu'un accord serait trouvé. Il leur est arrivé quelque chose? Je ne suis pas sûr, peut-être que je me trompe. J'ai parfois des intuitions. Tu penses que la Chine les a dissuadés? Non, je ne pense pas que la Chine soit impliquée dans cette affaire. Je pense qu'ils ne veulent peut-être pas conclure d'accord, mais c'est possible qu'ils le veuillent. Que dire d'autre? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rien n'est définitif. Qu'est-ce qui se passe alors? S'ils ne concluent pas d'accord, ils n'auront pas d'armes nucléaires. D'accord. S'ils concluent un accord, ils n'auront pas d'armes nucléaires non plus, vous savez. Donc, ça n'aura pas d'importance de ce point de vue, mais ce serait mieux de le faire sans guerre, sans que des gens meurent. C'est tellement mieux de le faire, mais je ne pense pas voir le même niveau d'enthousiasme de leur part pour conclure un accord. Je pense qu'ils se tromperaient, mais on verra bien. Le temps nous le dira. Bien sûr, c'est un sujet controversé de parler de frapper des installations nucléaires à l'intérieur de l'Iran, et YouTube n'aime pas les vidéos qui parlent de sujets controversés. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de votre aide. Si vous pouvez simplement cliquer sur les boutons « J'aime » et s'abonner ci-dessous, cela aide vraiment énormément la vidéo. Ce sont des mots vraiment très forts de la part du président Trump, mais il est aussi important de noter que les négociations ne sont pas terminées. En fait, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff prévoit de rencontrer le ministre iranien des Affaires étrangères à Oman ce dimanche, et l'espoir est que nous aurons peut-être un accord. Les États-Unis ont déjà soumis à l'Iran une proposition contenant toutes les conditions souhaitées pour un éventuel accord nucléaire. Maintenant, l'Iran dit qu'il aura bientôt une contre-proposition à cette proposition américaine, car Téhéran considère actuellement la proposition américaine comme inacceptable. Bien que les détails exacts de la proposition ne soient pas encore connus, nous pouvons supposer que le principal point de désaccord entre les deux parties concerne probablement l'enrichissement nucléaire. Comme vous venez de l'entendre, le président Trump a déclaré que l'Iran ne peut pas posséder d'armes nucléaires. Et c'est en fait quelque chose avec lequel l'Iran est d'accord, du moins publiquement. L'Iran a déclaré qu'il n'a pas l'intention de développer des armes nucléaires. Mais il souhaite également continuer à enrichir de l'uranium à des fins civiles. L'Iran s'intéresse à la production d'énergie atomique et à d'autres projets pacifiques, pouvant découler de l'enrichissement de l'uranium. Il y a quelques semaines, le président Trump a en fait laissé entendre que les États-Unis pourraient accepter que l'Iran conserve son programme nucléaire tant qu'il ne cherche pas à se doter d'armes nucléaires. Cependant, la situation se complique, pour dire le moins, et pas seulement aux États-Unis.
La Grande-Bretagne a également émis une alerte de sécurité dans tout le Moyen-Orient, suivie par des ordres et directives américains d'évacuer les diplomates et le personnel de Bagdad, du Koweït et de Manama. L'avertissement britannique est rare et concerne la montée des menaces dans les eaux du Golfe, alors que l'on craint une escalade imminente avec l'Iran. Il est crucial de souligner un point important ici. Ces annonces, ces ordres d'évacuation ne sont pas sortis de nulle part aujourd'hui. En fait, ils sont tous venus après un avertissement iranien. Le ministre iranien de la Défense avertit les États-Unis. Si nous entrons en guerre avec les États-Unis, l'Iran frappera chaque base américaine à travers le Moyen-Orient. Maintenant, l'Iran affirme que cet avertissement concerne l'extrait de podcast que nous venons d'entendre du président Trump au début de la vidéo, un peu plus tôt. Dans cet extrait, le président Trump déclare que si l'Iran n'accepte pas de ne pas avoir d'armes nucléaires, de mauvaises choses arriveront. Le ministre iranien de la Défense réitère la position que l'Iran maintient depuis plusieurs mois. L'Iran attaquera les bases américaines. Bien sûr, attaquer les bases américaines et réussir à leur infliger des dégâts sont deux choses différentes. Les Houthis attaquent-ils les bases et porte-avions américains depuis le début de l'opération Rough Riders, sans toucher leur cible? Cependant, il faut aussi se rappeler que l'Iran est une puissance militaire bien plus importante que les Houthis. Et l'armée américaine s'y prépare. Vous vous souvenez, il y a quelques jours à peine, le président Zelensky d'Ukraine se plaignait que l'Ukraine s'était vue promettre 20 000 missiles anti-drones par les États-Unis, mais que l'Ukraine n'avait jamais réellement reçu ces missiles anti-drones parce qu'ils avaient été détournés vers le Moyen-Orient. Et cela s'est produit il y a seulement 2 jours. Nous tentons actuellement d'obtenir des preuves indirectes suggérant qu'un événement pourrait être en cours de planification. Cela pourrait être planifié par Israël ou par le commandement central américain. Nous ne savons pas exactement, mais il semble que les États-Unis se préparent à quelque chose. Bien sûr, il n'y a pas que les gens sur les réseaux sociaux et les youtubeurs comme moi qui remarquent cela. L'Iran le constate également, et nous devons en être conscients. Parce que si quelqu'un d'aussi idiot que moi peut se rendre compte que l'Iran fait attention à tout ça, je suis sûr que nos commandants militaires savent que l'Iran est au courant de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux ici, et de tout ce qui a été rendu public. Donc, tout cela pourrait bien n'être qu'un grand bluff. Cela pourrait simplement être une tactique des États-Unis pour pousser l'Iran à accepter un accord nucléaire. Cela ne veut pas forcément dire qu'une frappe est imminente, car au final, la dissuasion signifie que l'Iran doit sentir que nous pouvons les frapper. Il n'est pas nécessaire de les frapper. Souvenons-nous plutôt comment ces négociations ont débuté. Nous avons déplacé la moitié de notre flotte de B-2 à Diego Garcia dans l'océan Indien, et ce sont les seuls bombardiers capables d'entrer en Iran et de détruire leurs bunkers qui se trouvent à environ 15 mètres sous terre. C'est pourquoi nous avons placé les B-2 dans l'océan Indien, à portée des installations nucléaires iraniennes. C'était un signal sans équivoque. Les installations nucléaires iraniennes doivent cesser. L'Iran est venu négocier. Maintenant, il semble que les négociations ne se passaient pas comme l'administration l'espérait. Alors ils augmentent à nouveau la pression. Selon un haut responsable militaire américain, les États-Unis sont prêts à frapper le programme militaire iranien si nécessaire. Ces déclarations mettent-elles plus de pression sur l'Iran pour conclure un accord ou ont-elles un réel impact? Oui, je pense que cela a de l'importance, Ephraim, et cela envoie un message clair de dissuasion à Téhéran, montrant que l'option militaire est réelle. C'est prévu, le général Kurilla, à la tête du United States Central Command, sait de quoi il parle, et ses plans sont opérationnels si le président décide d'aller de l'avant. C'est probablement aussi un message adressé aux autres dans la région, Ephraim, pour les rassurer que les États-Unis ne laisseront pas l'Iran devenir une puissance nucléaire. D'un autre côté, cela pourrait renforcer la détermination de l'Iran. Et ce que nous avons en ce moment, Ephraim, il semble que ce soit presque quotidiennement, et parfois même plusieurs fois par jour, une partie d'échecs diplomatiques entre de nombreux acteurs. Nous entendons des déclarations publiques du président, du premier ministre Netanyahou, et ce qui se passe réellement en coulisses. Et en ce moment aussi, Ephraim, il semble qu'il y ait des désaccords internes au sein de l'administration, à la Maison-Blanche, sur la question de mener ou non une action militaire contre l'Iran. Certains conseillent de ne pas le faire, tandis que d'autres, parfois publiquement, font pression sur le président pour qu'il aille de l'avant et le fasse. C'est certainement un moment pour prier à propos de ce qui se passe à la Maison-Blanche, en Israël, et ce qui va arriver aux installations nucléaires iraniennes. Nous semblons être à un point de bascule au Moyen-Orient. Un autre point de données important à garder à l'esprit ici, ou auquel il faut prêter attention.
et le fait qu'il y a environ 60 jours, le président Trump a donné un ultimatum à l'Iran pour venir à la table des négociations et accepter un accord nucléaire. Maintenant, nous ne connaissons pas la date exacte à laquelle cet ultimatum a été donné, mais nous savons que c'était quelque part, au début du mois d'avril. Donc, maintenant que nous arrivons à la mi-juin, cela signifie que l'ultimatum de 60 jours arrive à son terme et cela veut dire que les États-Unis doivent agir pour s'assurer que leurs avertissements soient pris au sérieux. Il y a vraiment beaucoup d'éléments ici, qui permettent de défendre un argument dans un sens comme dans l'autre. Cela pourrait être les États-Unis qui mettent la pression sur l'Iran, ou qui se préparent à une frappe par Israël ou par eux-mêmes. Je déteste les spéculations et tirer des conclusions hâtives, surtout au Moyen-Orient. Oui, les États-Unis évacuent le personnel non essentiel de l'ambassade à Bagdad et les familles des militaires des bases du Golfe. Les tensions avec l'Iran augmentent. Nous savons aussi que Trump a tenu une session stratégique d'une journée entière à Camp David avec son équipe de sécurité nationale pour se préparer à d'éventuels scénarios. Concentrez-vous sur les faits. Ignorez l'hystérie. Il y a seulement quelques heures, avant que j'enregistre ceci, le président Trump s'est rendu au Kennedy Center. Et voici ce qu'il a déclaré juste devant, lorsque la presse lui a posé une question sur l'Iran et ses intentions. Oui, une question de Newsmax. Pourriez-vous nous donner une mise à jour sur l'Iran ? Selon des rapports, du personnel américain serait déplacé hors de la région à portée de frappe. Eh bien, ils sont déplacés parce que cela pourrait être un endroit dangereux et nous verrons ce qui se passera. Mais ils ont reçu l'ordre de partir. Nous verrons ce qui se passera. Existe-t-il des solutions pour réduire les tensions dans la région ? Ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires, c'est très simple. Ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Nous n'allons pas permettre cela. Comme je l'ai dit, l'Iran est définitivement une puissance militaire plus forte que les Houthis. Donc les États-Unis doivent encore faire très attention. Ils ont beaucoup de systèmes de défense aérienne russes, comme les S-200, S-300 et S-400. Ils ont aussi beaucoup de chasseurs. Un combat aérien pourrait avoir lieu si une frappe est menée avec des avions de chasse. On estime que l'Iran possède environ 40 F-14 et 30 MiG-29. Mais concernant les défenses aériennes de l'Iran et de la Russie, nous savons que les F-35 peuvent voler en toute impunité en Iran, car leurs défenses aériennes ne sont simplement pas assez performantes. Les systèmes de défense syriens ne peuvent pas se défendre contre les avions de chasse modernes, comme les F-35 que possède Israël. C'est ainsi que nous savons que les défenses aériennes russes ne peuvent pas détecter les F-35. Parce que l'année dernière, lorsque Israël a riposté à la frappe de missiles balistiques iraniens, ils ont utilisé des F-35. Ils sont entrés en Iran et ont détruit plusieurs cibles différentes. Si c'était Israël qui menait cette frappe, ils utiliseraient très probablement des F-35. Mais si les États-Unis étaient impliqués, il est très probable que nous repositionnerions notre flotte de bombardiers B-2, au moins une partie, comme nous l'avons fait il y a quelques mois, à Diego Garcia, et que nous utiliserions cette base pour frapper à l'intérieur de l'Iran. Beaucoup s'attendraient à cela, car nous venons de le faire il y a quelques mois. Mais une histoire intéressante mérite d'être soulignée ici, à l'époque où nous avons frappé l'Afghanistan, et l'année dernière seulement, lorsque le président Biden a ordonné pour la première fois des frappes au Yémen, parce que les Houthis ciblaient des navires en mer Rouge. Tout cela s'est produit sans repositionner les B-2. Les B-2 ont décollé de leur base dans le Missouri, ont traversé le globe entier, ont frappé le Yémen, et sont revenus sans atterrir nulle part. Le 16 octobre 2024, 2 bombardiers B-2 ont décollé vers l'ouest depuis la base aérienne Whiteman au Missouri. Leur destination était le Yémen. Bien que la route orientale soit plus courte et plus directe, la route occidentale présente l'avantage d'éviter la nécessité d'informer et de demander l'autorisation à plusieurs pays d'Europe et du Moyen-Orient dont l'espace aérien serait autrement violé. En route, les B-2 rencontrent des ravitailleurs aériens près de la Californie, d'Hawaï, de Guam et de l'Australie. Une fois arrivés dans l'océan Indien, les B-2 se sont ravitaillés une dernière fois près de la base américaine de Diego Garcia, puis se sont dirigés directement vers le Yémen. Là-bas, les bombardiers ont largué des bombes guidées, BLU, 109 de 2000 livres, pour détruire 5 bunkers d'armes souterrains Houthis. Après avoir achevé leur mission, les pilotes sont retournés dans le Missouri en suivant le même trajet, réalisant ainsi un périple de plus de 50 heures entièrement en vol.